Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt, un peu redéfinir ce que c'est, voir les conséquences que ça a eu ces derniers mois, pour voir un peu l'ampleur de ce problème. Donc, les conflits d'intérêt, c'est pas nouveau. Déjà à l'époque des Grecs et des Romains, ils avaient déjà remarqué que des personnes qui étaient en charge de l'État préféraient leurs liens personnels aux intérêts communs. Donc c'est un problème qui est ancien, qui a déjà été analysé depuis longtemps et qui est toujours d'actualité. Donc tout d'abord, avoir des liens, c'est tout à fait normal. Là, il n'y a rien de répréhensible. On a une activité professionnelle, familiale, personnelle, et donc on a des liens avec des personnes, avec des entreprises. Ceci ne pose pas de problème. Donc si on regarde la HAS, qu'est-ce qui définit comme lien? Les liens peuvent être matériels ou moraux. Donc matériel, c'est relativement simple, c'est une rémunération, de l'argent, des avantages en nature, voyage, hôtel de luxe. Mais ça peut être aussi moral. On peut aussi des fois avoir des intérêts pour une promotion, une reconnaissance à titre personnel ou pour un groupe. On va dire il y a des personnes qui peuvent être dans le prosélytisme et dans ce cas-là favoriser un groupe, une pensée, une discipline. Le lien peut être direct pour soi-même ou indirect, par exemple quelqu'un de sa famille. Autre point, c'est que l'intérêt peut être actuel, ça c'est très simple, ancien ou éventuellement un avantage qu'on va avoir dans le futur. Souvent, on reconnaît le lien, on va dire, sur une durée de 5 ans. C'est-à-dire qu'on doit déclarer ces liens sur une durée de 5 ans. Donc ça, c'est la HAS. Et donc, par moment, ces liens vont rentrer en conflit avec une prise de décision. On ne va plus être objectif et donc on va faire passer ses intérêts personnels avant l'intérêt commun. Alors, ça peut être de façon consciente ou inconsciente. Il faut bien comprendre que des fois, on n'a pas conscience d'être en conflit d'intérêts et qu'on va pas être objectif. Les personnes qui pensent être au-dessus de la morale ou d'être plein de morale, faut faire attention car on peut facilement se faire avoir. Donc, quelles sont les mesures? Voilà. Alors là aussi, pour les articles, qu'est-ce qu'ils définissent? On va dire quand on écrit un article scientifique, par exemple là dans le BMJ, qu'est-ce qu'ils reconnaissent comme lien d'intérêt qui peut entraîner un conflit? C'est d'abord des problèmes, on va dire, si on a été payé par une entreprise qui aura un intérêt favorable ou défavorable à l'étude. Donc ça peut être une invitation à un congrès, une invitation à parler de l'enseignement, si notre recherche a été financée, si quelqu'un de notre équipe a été financé, si on a fait du consulting. Là aussi, si on a été employé par l'entreprise, si on a des actions, si on a été expert, forcément, on n'a pas forcément envie de se contredire. Et puis, finalement, on voit qu'avec les intérêts moraux, ça peut être beaucoup plus large. Donc, en fait, il y a aussi une catégorie où on peut mettre un peu tout ce qui ne rentre pas dans les cases précédentes. Donc, comment on fait pour prémunir? La première chose, déjà, c'est de déclarer. Si on déclare les liens d'intérêt, c'est la base. Et ensuite, il faut des personnes extérieurs qui vont analyser ces liens. Donc, si ces liens rentrent en compétition avec le jugement, la personne peut d'elle-même se dessaisir. Par exemple, si on est dans un jury, qu'on a quelqu'un de sa famille, son enfant, un cousin qui vient candidater, on peut pas être dans le jury et choisir. Mais là aussi, comme je dis, des fois, les personnes n'ont pas conscience de leurs limites et pensent rester objectifs. Donc là aussi, il faut qu'il y ait des commissions qui puissent éventuellement dessaisir la personne si, à un moment donné, le lien est trop fort et que le lien se transforme en conflit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a rien du tout de problématique à tout ça, c'est quelque chose qui est normal, ça fait partie de la vie. Et donc, c'est une obligation qui est légale dans le domaine de la médecine et elle est protectrice aussi bien pour la personne, pour sa transparence, aussi bien pour l'institution qui va prendre le jugement. Comme ça, on peut rien leur reprocher. Donc, à l'IHU, parce qu'on parle beaucoup, mais à l'IHU, qu'est-ce qu'on a fait? À la création, dans les statuts de l'IHU, il y a un comité officiel d'évaluation pour les liens d'intérêt, pour voir si ce n'est pas un conflit, donc avec des personnes qui sont spécialisées notamment en déontologie. Donc déjà, toutes les personnes de l'IHU ont fait une déclaration de lien d'intérêt. Et autre point particulier, c'est justement pour ne pas être influencé, on ne reçoit pas les visiteurs médicaux des entreprises pharmaceutiques. Alors, au niveau français, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé, qui a fait une loi Transparence Santé,
qui a été appliquée en 2014 par le directeur de la NSM, Dominique Maranenki. Et justement, lui disait qu'une loi c'est bien, mais l'évaluer c'est mieux, donc il fallait des outils pour être transparent. Donc il a fait une base de données où les professionnels de la santé indiquent tous leurs avantages et rémunérations. Donc en fait, c'est pas vraiment les professionnels de la santé, ce sont les entreprises pharmaceutiques, du dispositif médical et des cosmétiques qui ont l'obligation de déclarer tout ce qui va être avantages, rémunération et conventions pour les professionnels, les établissements, les sociétés savantes, les médias, etc. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, ce sont les groupes pharmaceutiques qui font la déclaration et ce ne sont pas les professionnels de santé qui font eux-mêmes la déclaration. Mais ceci est très intéressant puisque justement, il y a même des moteurs de recherche et d'analyse qu'on peut retrouver, par exemple Eurofordoc, qui se base justement sur la base de Transparence Santé, inspiré du site $Fordoc. Et vous voyez, on va dire, il suffit de demander le nom de la personne pour obtenir tous ces avantages, rémunérations, etc. Donc, qu'est-ce que ça représente un petit peu ces montants? Donc, pour la France, en 7 ans, c'est 6,7 milliards d'euros. Donc on voit que c'est une somme qui est quand même très conséquente. Et pour donner une comparaison, c'est grosso modo équivalent au budget de l'INSERM. Donc on voit que les entreprises pharmaceutiques sont quelque part autant influentes dans le domaine de la santé que l'organisme dédié à cela. Comment c'est réparti? 2,4 milliards pour les sociétés savantes, 1,6 million pour les professionnels de la santé, les établissements de santé, et aussi on voit qu'il y a la presse et les médias. Donc on voit qu'en fait que c'est financé à tous les étages, et on comprend qu'un professionnel de la santé ne va pas se rendre compte de ces liens ou de cette influence, puisque aussi bien les sociétés savantes qui vont faire des recommandations, que l'établissement, que les associations de professionnels et les presses et médias, au final, il est dans un univers où c'est parfaitement normal et il n'a aucun moyen de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on voit beaucoup d'influence. Donc, je pense que ces derniers temps, vous avez entendu parler que les médias faisaient de critiques à certaines personnes. Donc, on voit François qui a épinglé, justement, on voit que les sommes peuvent être assez conséquentes sur quelques années. Donc, Rafi à Nantes avec 540 000 euros. Bon, juste pour noter que c'est quand même, on va dire, de cet établissement qu'il y a eu des menaces à l'encontre de Didier Raoult. Karine Lacombe qui a été en permanence dans les médias, qui a touché 212 000 euros. Hop là. Gilbert Deray, aussi un urologue, pareil. Jean-Paul Stahl qui nous a insultés aussi, qui a, on va dire, touché un peu d'argent. Pierre Tatevin, président de l'ASPIF, l'association des maladies infectieuses, qui nous a fait, qui nous a dit qu'on était une calamité grosso modo pour l'Afrique en leur conseillant l'hydroxychloroquine. Ce qu'il faut bien voir aussi par sa société savante, l'ASPIF, c'est 1,5 million d'euros, donc on voit. Mais en tous les cas, ce qu'on peut voir, c'est que plus les gens ont reçu d'argent des groupes pharmaceutiques, plus ils sont hostiles à l'IHU. Et les deux personnes sur lesquelles on va revenir, François-Xavier Lescure et Yazdan Pana, aussi qui ont fait au début la promotion du Remdesivir. Donc, Yanis Roussel a étudié un peu la position des personnes vis-à-vis de l'hydroxychloroquine en fonction de leur lien d'intérêt. Il y a une claire corrélation. Plus vous touchez d'argent des entreprises pharmaceutiques, plus vous êtes hostile à l'hydroxychloroquine. Mathieu Millon a fait une analyse, c'est qu'il y a 164 études qui font les relations entre la Covid et l'hydroxychloroquine, le traitement à l'hydroxychloroquine. On voit en vert qu'il y a quand même beaucoup d'études positives et quelques-unes en rouge qui sont défavorables. Et là aussi, quand on fait une analyse statistique, on voit bien que le facteur le plus discriminant, c'est le lien d'intérêt. C'est-à-dire que si vous avez vous êtes payé par une entreprise pharmaceutique, vos études créent un biais où vous êtes négatif. Et si vous n'avez pas de lien, on va dire vous êtes plutôt favorable. Donc on voit qu'en tous les cas, que le lien d'intérêt est un facteur majeur de biais dans les études. Alors, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence là aussi? Là, vous voyez, Didier Raoult, il tweet. Donc, au mois d'avril, il avait déjà alerté sur le Remdesivir, que c'était une molécule qui était inefficace, chère, qui n'était pas utilisable puisque un antiviral avec les effets secondaires en phase précoce. Et en plus, ça, il faut le donner par perfusion. Donc c'est une molécule qui n'a pas d'intérêt. Il l'a redit au mois de juin lors de son audition à l'Assemblée nationale sous serment, où il disait qu'il y avait un problème entre le Remdesivir et les liens d'intérêt.
Et pourtant, au mois d'octobre, qu'est-ce qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, par mail? Un message d'alerte rapide sanitaire signé par Jérôme Salomon où il nous dit profitez, c'est les soldes, Remdesivir gratuit à l'hôpital avant la fin de la RTU. Ce message a été confirmé quelques jours après par Gilead, qui, on va dire, est le laboratoire pharmaceutique du Remdesivir, où il nous dit aussi il y a des stocks à l'Europe, et l'Europe en a acheté, profitez-en, c'est gratuit en hôpital. Donc, bien sûr, quelques jours après, l'OMS n'a plus recommandé le Remdesivir, donc on peut se poser la question, c'est comment ça se fait qu'une molécule dont on a alerté, que tout le monde savait qu'elle était inefficace, posait des problèmes, que encore au mois d'octobre, on reçoit de la publicité pour donner des perfusions d'un médicament inefficace avec des effets secondaires. Donc on s'est intéressé un peu plus aux personnes qui ont fait la promotion du Remdesivir. Donc là, c'est la déclaration des liens d'intérêt des personnes de Paris pour les recommandations de traitement pour la Covid. Donc là aussi, on remarque que Karine Lacombe ne déclare aucun lien, alors qu'il y a 212 000 €, on va dire, sur Transparence Santé, donc il faudra peut-être éclaircir là-dessus. Par contre, de façon intéressante, François-Xavier Lescure et Yazdan Pana déclarent des liens d'intérêt avec le laboratoire Gilead. Pourtant, dans le premier article sur un des premiers cas traités avec le Remdesivir en France, par Xavier Lescure et Yazdan Pana, ni Xavier ni Yazdan ne déclarent de lien. Sous pression, on va dire, de certains collègues, ils ont fait François-Xavier Lescure a fait un erratum pour déclarer ses liens d'intérêt avec Gilead, un peu tardivement, mais il l'a fait. Par contre, Yazdan Pana n'a toujours pas trouvé le chemin de la rédemption. Alors, on pourrait dire que c'est un oubli, mais voici un peu les articles de Yazdan Pana et de François-Xavier Lescure. Et là-dessus, sur aucun de ces articles, Yazdan Pana n'a indiqué ses liens d'intérêt alors qu'il en déclare à la PHP. Donc Lescure est sur le chemin de Damas pour la rédemption. Yazdan Pana cherche toujours son chemin. Et là aussi, comme je vous ai dit, le lien peut être direct ou indirect, et on sait que Nathan Pfeffer-Smadja, qui est l'ancien étudiant de Yazdan et qui travaille maintenant avec lui, qui a eu beaucoup de promotions là-dessus et qui est très très proche, a fait des études sur l'hydroxychloroquine en prenant certains articles sélectionnés défavorables, mais je pense que les liens indirects aussi devraient être indiqués pour plus de clarté. Donc, en conclusion, les liens d'intérêt en France avec les entreprises pharmaceutiques sont colossaux, 6,7 milliards d'euros. Ça touche, on va dire, toutes les strates du système, aussi bien les sociétés savantes, les professionnels, les associations, les établissements. Donc c'est très difficile aux personnes de se rendre compte qu'ils sont forcément dans une situation de conflit, d'autant plus que certaines personnes, lorsqu'ils ont été interrogés par les médias à propos de ces liens, ont dit bah non, je les ai déclarés par Transparence Santé. Je rappelle que ce n'est pas eux qui les déclarent, ce sont les entreprises pharmaceutiques. Et c'est pas parce que c'est écrit quelque part que quand vous vous présentez dans une commission, ça ne vous oblige pas à déclarer vos liens et à vous présenter en tant que tel. Ou même, on va dire, dans les médias, vous pouvez pas parler, faire la promotion d'un médicament quand vous avez un lien direct. Vous n'êtes pas objectif et les gens qui pensent être objectifs se trompent. Donc ceci peut expliquer comment on arrive à des aberrations, on a une molécule totalement inoffensive qui ne bénéficie même pas d'une RTU, alors que le Remdesivir parfaitement inefficace, voire dangereux, a obtenu une ATU. Donc ces liens, on va dire, ont des conséquences parce que ça influence la science. On a bien vu les articles comme le Lancet Gate qui sont passés, la pratique médicale, les choix médicamenteux, même la politique, et en plus dans un contexte d'épidémie politique et tous les intérêts financiers, ces liens sont encore plus exacerbés. Donc voilà, donc on voit que ces problèmes sont anciens, que déjà La Rochefoucauld disait que les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves dans la mer. Merci.